Bonjour à tous. Je prends mes notes. Donc, bienvenue sur cette deuxième journée complète des rencontres dans l'Anstia. Donc, ce matin, plénière thématique AV. Donc, la conférence aura pour thème produire du savoir autrement. Donc, sens, usage et impact réel de l'audiovisuel universitaire. Donc, sur la thématique de ces rencontres de l'Anstia, on parle de sobriété numérique. Donc, ce matin, on va essayer de parler autour de questions. C'est est-ce qu'on produit trop de vidéos? Et surtout, est-ce que ça sert à quelque chose, ce qu'on produit? Donc, pour échanger ce matin, on aura 3 profils différents. On aura Céline pour plus sur de la recherche, Florence sur de la communication et Raphaël plus sur de la production institutionnelle et pédagogique. Et donc, je vais les laisser se présenter un par un. À vous, comme vous voulez. Florence? Bonjour à tous, moi je suis Florence Dambrine, je suis vice-présidente de l'association Comosup et je suis directrice adjointe de la direction de la communication de l'Université de Tours. Céline? Ah, il n'y a pas de micro, Céline. Ton micro passe pas. Il est bien désactivé. On sélectionne micro. Ça arrive. Est-ce que c'est mieux là? Oui, très bien, merci. Voilà. Donc je suis Céline Ferdita, réalisatrice au CNRS. Je fais partie de ce qu'on appelle une UAR, d'une unité d'appui et de recherche, et je fais partie du COPIL du réseau Roche. Et enfin, Raphaël? Donc moi, c'est Raphaël Cabrera, je suis sous-directeur des usages du numérique au sein de la direction du numérique de l'Université de Lorraine. Juste pour présenter ma structure, on a 2 compétences, donc la production audiovisuelle et multimédia pour toutes les fonctions de l'université, qu'il s'agisse de la pédagogie, de la sphère plus scientifique ou institutionnelle. Et on a aussi donc une compétence en transformation des pratiques pédagogiques avec le numérique, conduite de projets pédagogiques avec le numérique. Ok, merci. Donc la conférence sera s'articuler en 3 temps, en gros. Donc on va parler d'abord production, surproduction, puis concevoir autrement, et enfin les mesures, les impacts en fait de nos productions. Donc dans un premier temps, donc, la surproduction, est-ce que c'est un symptôme ou une stratégie? Et la première question sera pour nos participants de décrire leur production, les étapes de la chaîne de production, de qui, pourquoi, comment, et s'ils ont une quantification de leur production annuelle, mensuelle. Donc je vous laisse répondre un à un, si vous voulez. On peut continuer. Florence? Alors, nous, à la direction de la communication, on va faire 2 types de vidéos, enfin de production. On va avoir celle pour les réseaux sociaux où là, on va être autonome et on va le faire nous-mêmes. Et il y a certaines où on passe avec notre service de production audiovisuelle qui sont plus pour soit des lives ou des événements ou des choses un petit peu plus institutionnelles. Donc ça, c'est le cadrage de base. Et après, en termes de quantification, tout va dépendre. Parce qu'il y a aussi des moments où on va être en renfort sur des événements scientifiques. Nous, on fait absolument pas de pédagogique à notre niveau à la DIRCOM. Il y a un autre service qui s'en charge. Donc, tout dépend de qui fait la demande et du calendrier institutionnel pour établir un petit peu. Mais on n'a pas de ligne éditoriale à proprement parler pour les types de vidéos. Céline? Alors, moi aussi, c'est un processus un peu particulier puisqu'on ne sommes pas dans un service, hein, enfin, il y a un service où on est, que des personnes audiovisuelles dans une UR avec d'autres unités, enfin d'autres services qui n'ont rien à voir avec l'audiovisuel. J'ai un service à côté de moi informatique, un service, documentation. Les projets, pour moi, ils arrivent parce que, quand les chercheurs ou les laboratoires ont besoin de moi.
Donc, c'est un peu à la carte. Mais je sais, par exemple, dans le réseau Rush, il y a certains de mes collègues qui font des commissions de sélection de projets. Donc, ça veut dire que les chercheurs doivent écrire et que la commission se réunit et ils permettent de déterminer sur l'année un planning global. Voilà, donc on a des fonctionnements assez différents selon si on est dans une MSH, selon si on est dans une UR, ou enfin voilà, ça dépend de la structure. Il y a des tailles très différentes. Nous, on est, à l'heure actuelle, on est deux. Enfin, une collègue qui vient de me rejoindre il n'y a pas très longtemps, mais pendant très longtemps, j'étais toute seule. Oui. Non, non, ouais, Raphaël. Donc, je passais la main à Raphaël. Ouais. Merci. Alors moi, j'avais complété en fait les témoignages de Florence et de Céline. Nous, on est plutôt une structure support dans beaucoup de cas, même si on est capable de jouer le rôle de producteur plutôt pour des domaines scientifiques ou pour des productions qui sont liées à la recherche. On travaille aussi avec la direction de la communication qui est euh, vraiment très efficace sur les réseaux sociaux, sur des formats qui sont plutôt dédiés à des publics jeunes euh, ou qui visent une information par rapport aux étudiants. Et on a aussi une direction de la vie universitaire et de la culture qui est aussi positionnée sur les réseaux sociaux. Donc, nous, on s'occupe de tout le reste et ça fait encore beaucoup de choses à l'université. Comment ça se passe? On a une offre de service au sein de la direction du numérique. On différencie tout ce qui est production audiovisuelle qui conduit à des formats qui sont plus construits, peut-être un peu plus longs. Et puis, tout ce qui est captation audiovisuelle, qui a une durée de vie par rapport à ta question, rendant peut-être un peu plus courte, quoique ça peut être discuté. Et donc, l'idée, c'est que les demandeurs passent par notre catalogue de services, déposent une demande, et puis derrière, on va faire notre travail, c'est-à-dire on va commencer à travailler avec eux sur le format qu'ils désirent, et puis transformer ce qui est leur problématique de départ, leur question, en un projet audiovisuel ou multimédia par la suite. Merci. Et donc là, on vient de parler des étapes de la chaîne de production, mais est-ce que la question de l'usage réel de la production se pose-t-elle au moment de décider de produire? Donc, Florence, tu nous avais parlé d'une série imposée par la présidence. Donc, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Ouais, nous, c'est pas le cas. Nous, clairement, il n'y a pas de comité de sélection, il n'y a pas de planning annuel. C'est le premier qui demande et en fonction des dispos, on fait ou non. Et il est vrai que ça a été le cas les quelques dernières années où il y a eu une demande d'une de nos vice-présidentes à l'époque, qui était aussi enseignante-chercheuse et qui, par le fait de son poste de vice-présidente, nous a amené à réaliser une série de 30 vidéos de 20 minutes, ce qui a impliqué aussi bien le studio que nous, notre chaîne YouTube. Et on a dû tout poster sans sans remettre en cause ni la pertinence, ni l'efficacité ou les moyens utilisés, puisqu'on n'a pas eu le choix, en fait, tout simplement, que de réaliser et de valoriser ces vidéos. Merci. Céline, tu parlais de portrait de talent, Café des langues. Oui, alors c'est deux projets complètement différents. Chaque année, le CNRS remet des médailles. Tu as peut-être entendu parler, médaille d'argent, médaille de bronze. Et les délégations régionales doivent effectivement réaliser des portraits vidéo. Donc voilà, c'est une commande qui arrive chaque année. Alors je me prête à l'exercice avec beaucoup de plaisir parce que c'est très intéressant de rencontrer des chercheurs. Mais effectivement, c'est assez cadré et l'impact. Alors il y a effectivement ce qu'on appelle une trame. Enfin voilà, on sait exactement à qui on doit livrer le film, comment il va être diffusé après sur YouTube et dans la médiathèque de CNRS Images. Mais après, on n'a pas trop de retour en fait sur ce qu'on fait. On voit un peu les vues sur YouTube, on voit si ça marche pas. Enfin, mais bon, c'est assez assez variable en fait. Mais voilà, c'est un exercice imposé, qui est quand même très plaisant. Hein, ça, je remets pas en cause. Mais c'est vrai qu'on est un peu
Enfin, on n'a pas vraiment de retour et de l'utilité. Alors, ça sert pour la cérémonie lors de la remise de la médaille, mais après, voilà, c'est un petit peu, voilà, un peu le flou. Et puis, à l'opposé, là, dans mes commandes, enfin, dans les films que je fais, dans Café des Langues, il a vraiment un projet que j'ai initié pour vraiment un peu mieux valoriser, parce que j'ai beaucoup de laboratoires de linguistique à côté de moi. Et donc là, je diffuse sur YouTube et bon, c'est assez aléatoire. Bon, après, l'algorithme YouTube, on sait ce que c'est. Mais voilà, c'est 2 projets, un très libre et un très contraint. C'est pas voilà, on n'a pas du tout on est quand même toujours un peu dans un flou, savoir si vraiment, il y a un impact. Mais pourtant, voilà, il y en a un petit peu, mais on sait jamais vraiment bien, en fait. D'accord, merci. Raphaël, c'est notre approche, vous, en Lorraine. Donc, ouais, vous êtes plus force de proposition et tu nous avais parlé d'un exemple d'une production de transdisciplinarité. Oui, alors c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, même si enfin, la plupart du temps, ceux qui viennent nous voir ont une problématique, ont une question, ont un objectif, et c'est un peu notre rôle, et je pense que c'est ce qu'on fait tous dans nos établissements, de trouver ce qui différencie en fait leur demande, en quoi le projet va être euh, différent de ce qui s'est fait avant, ou en quoi il se différencie globalement des autres projets conduits du même type, euh, vraiment pour les acheminer vers une solution qui est originale. Donc c'est là qu'on est force de proposition. On va essayer de penser des solutions vraiment distinctes pour chaque projet et qui vont les valoriser et qui vont valoriser leurs différences. Ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est parfois, malgré tout, de penser à des formats. Alors, on a des collections, des podcasts dans lesquels on peut inscrire certaines productions euh, pour les, euh, euh, pour les valoriser. Parce que voilà, un podcast, on peut s'y abonner, on peut le suivre. On essaie de développer avec ces formats un peu l'audience et la communication autour des productions qu'on réalise. Et on peut avoir des projets qui sont très spécifiques et très différents. Alors, la transdisciplinarité, pardon, c'est un sujet qui est commun à tous les établissements, mais je pense que ce qui représente bien ce projet qu'on est en train de conduire actuellement, c'est le fait qu'on est venu nous voir avec un besoin qui était de valoriser la problématique, qui était que la recherche transdisciplinaire, elle permet d'adresser des problèmes de société qui n'étaient pas adressés par une recherche qui était plus en silo par le passé. Donc c'est très universitaire comme problématique, c'est une thématique assez qui demande quand même de connaître le tissu universitaire pour pouvoir le développer. Et je pense que dans le format, dans la proposition qu'on a essayé de faire, on a vraiment enrichi l'idée initiale pour arriver à quelque chose qui est un objet spécifique et qui devrait pouvoir trouver son public. Donc c'est en ça que je disais que on est force de proposition. On a des problématiques d'entrée, mais j'ai le sentiment, à l'université de Lorraine reconnue, comme c'est le cas dans beaucoup d'établissements, les équipes audiovisuelles sont reconnues aussi pour leur capacité à traduire ça derrière le média et à proposer des choses originales, adaptées au public, des compétences que les demandeurs n'ont pas initialement. Et c'est là qu'on est enrichissant par rapport aux demandes. Très bien, merci. Donc là, en gros, on a fait à peu près le tour de leur production, leur contexte de production, surproduction. Et donc, on arrive sur la deuxième partie qui est concevoir autrement, de la commande à l'usage. Donc, il y a une idée qui revient dans certaines pratiques, c'est de produire moins, mais mieux. Donc, pas pour faire d'économie, mais est-ce que ce qu'on fait, que pour ce qu'on fait, ça sert vraiment à quelqu'un? Donc, la question que je vais vous demander, c'est de présenter des exemples concrets, en fait, de conception avec la prise en compte de cette notion. Donc, Raphaël, tu pourrais commencer. Tu nous avais parlé des valises VR, de l'éco-conception aussi. Alors, je vais commencer par l'éco-conception. Je pense que ça rejoint ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que avant de produire un contenu, il faut qu'on se pose la question de sa finalité et on est tous habitués à le faire à notre niveau.
Donc, ce qu'on fait, nous, systématiquement à l'Université de Lorraine, c'est qu'on regarde s'il y a une antériorité, s'il y a des contenus qu'on a déjà produits localement du même type et qui pourraient peut-être répondre aux besoins ou être réutilisés. Et on essaie aussi de travailler avec l'inter-UNT, on jette un œil sur Canalu, sur les différents catalogues de ressources disponibles au niveau universitaire pour voir s'il n'y a pas des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour réduire l'impact de ce qu'on va réaliser. Et puis, et d'ailleurs, l'inter-UNT, les ingénieurs de l'inter-UNT très souvent nous aident beaucoup à retrouver des contenus de ce point de vue-là. Donc, je vais juste en profiter pour les remercier là-dessus. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé que ce produit il est bien nouveau, on va renforcer sa différenciation, on va essayer de trouver en quoi on va être, ça justifie de produire ce contenu avec qu'est-ce qui le différencie, quel angle on peut prendre qui peut être différenciant en termes de format, en termes de contenu, en termes de message, ce qui est des fois une écriture spécifique. Et cette différenciation et le fait qu'on n'ait pas d'antériorité, ça peut amener à prendre la décision de produire un contenu. Et derrière, on va essayer de mettre en place tout ce qu'il y a dans l'éco-conception pour éviter de faire trop de déplacements, s'appuyer sur des gens qu'on va faire monter en compétences pour filmer à notre place, etc. Et parallèlement, sur les valises vertes, très rapidement, on est aussi présent sur tout ce qui est XR. Et on s'est posé la question de savoir comment on pouvait réduire l'impact de ces productions. Et on s'est dit tout simplement que mettre en place un service où on mettait à disposition du matériel VR, c'était un bon moyen. On n'est pas sur les contenus, on n'est plus sur la consultation, mais c'était un bon moyen de réduire notre impact en se disant, plutôt que d'acheter des équipements partout dans l'établissement, un peu sur impulsion, qu'on pourrait leur prêter du matériel pour aller consulter derrière des ressources qui sont diffusées partout et réduire l'impact de l'utilisation de ce type de médias. Merci. Florence, on avait parlé de la cérémonie des docteurs par rapport aux moyens et l'utilité de ce type de production. Nous, c'est une de nos grosses productions annuelles. Il y a une quinzaine de personnes impliquées pour un live entre 2h30 et 3h sur la cérémonie de tous nos docteurs de l'année. Donc chacun, pour expliquer un petit peu, chacun passe sur scène on décrit sa thèse, etc. À la petite écharpe, après photo de groupe, moment avec le président, prix de la thèse, etc. C'est quelque chose qui est une grosse machine qu'on a l'habitude de faire depuis une dizaine d'années, même si c'est pas forcément pertinent. On le fait surtout pourquoi? Pour les familles des doctorants. Puisque on est limité en termes de place dans notre salle dans laquelle on fait à 500. Donc, ils ont tous droit à 2 accompagnants, mais il y a beaucoup de familles qui veulent les voir. Donc, on sait qu'on fait un live de 2 heures, 2h30, pour que les gens regardent en moyenne 2 à 3 minutes, c'est-à-dire le passage du doctorant. Et après, ils laissent tomber, même si nous, on met toujours des petits interludes, on essaye de faire que la cérémonie, elle soit quand même un petit peu dynamique. Donc, on se rend bien compte qu'on mobilise un tas de personnes. Mais là, c'est juste pour offrir aux doctorants un service et à leur famille. Et c'est plus notre côté service public. Là, pour le coup, on ne remet absolument pas en cause ni les moyens humains, ni les moyens financiers, parce qu'on fait appel à une animatrice pour cette cérémonie, puisque les vice-présidents, ils ne se sentent pas forcément intervenir en permanence. Donc voilà, nous, notre parti pris, c'est aussi pour certains événements, c'est notre mission de service public qui prime, et on ne remet pas en cause. Pour le coup, ce live et cette captation, etc., n'a jamais été remis en cause pour nous, même si on est très sollicité, notre service de production audiovisuelle aussi. Merci. Céline, parliez tutoriel, Zada. Oui, notamment Reseda, c'est une application du CNRS, parce que peut-être certains de vos gestionnaires doivent certainement connaître. Et c'est vrai qu'il y a toujours une inflation un peu des tutoriels. Enfin, il y a toujours un peu de demande sur tel logiciel, on va faire des tutoriels. Et globalement, j'ai plutôt vraiment interrogé le commanditaire, ou les commanditaires à chaque fois qu'on me propose un tutoriel. C'est pas juste faire le tutoriel pour le tutoriel, mais vraiment de concevoir un autre outil d'accompagnement pédagogique. Alors, peut-être pour l'université, c'est courant, mais au CNRS, c'est pas courant du tout. Et notamment de concevoir une plateforme où il y aurait du texte et de la vidéo et ces fameux tutoriels soient intégrés et pas juste mis sur Canalu
à part et qui est vraiment une intégration. Et ça, mine de rien, alors, je pense qu'à l'université, c'est très courant, mais ce n'était pas vraiment courant il y a quelques années au CNRS. Et là, on a pu, quand j'ai un petit peu dit, voilà, bon, OK, on va faire des tutoriels, mais on va falloir que vous pensiez à quelque chose, un accompagnement à côté pour les intégrer dans une page web, enfin, dans ce que vous voulez, mais voilà. Et ils l'ont fait. Et une fois, j'ai interrogé le commanditaire, bah alors, est-ce que c'est utile? Il a dit, ah oui, oui, c'est utile d'avoir tout. C'était un peu la découverte. Donc, c'était assez étonnant. Mais n'empêche que la majorité des gens au CNRS, hein, enfin, que ce soit au laboratoire, ils disent, voilà, je veux faire quelque chose. euh, mais voilà, ils n'ont pas pensé à la diffusion, pas du tout. Le mode de diffusion, ils n'y pensent pas du tout. Et là, systématiquement, je leur pose la question, mais vous voulez diffuser, vous voulez faire quoi? Et en parlant, là, pour le coup, on dit, ben voilà, ça, c'est plus adapté à Canal+, ça, c'est peut-être plus adapté à YouTube. Ou alors, faites comme si vous voulez faire quelque chose pour les réseaux sociaux, ben, c'est plus comme ça. Et ils viennent avec une idée au départ, et il faut vraiment creuser. C'est un vrai questionnaire pour lui dire, bah, vous avez parfois un matériel de tournage, mais vous pouvez faire bien plus que juste une vidéo de présentation du projet ANR. Vous pouvez faire d'autres choses. Et là, ça les force un peu à réfléchir aussi sur la destination de la vidéo. Bon, il faut savoir quand même, les chercheurs ne sont pas très au fait. C'est un peu compliqué, les réseaux sociaux, de faire plusieurs vidéos, faire des séries. Et c'est un vrai travail en amont de discussion avant qu'on puisse concevoir le projet. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'essaye vraiment de faire passer auprès des laboratoires et c'est pas toujours facile. Merci. Euh, Petite question au public. Est-ce que dans vos établissements, vous avez mis en place des solutions de la même sorte, de concevoir autrement, de prendre vraiment en compte ces productions? Est-ce que il y a du monde dans Sablon qui pourrait... Je vais aller seul. Non? Oui. Pas de questions, pas de propositions? Non. Bon, on va avancer alors. Donc, on arrive à la troisième partie, on arrive rapidement. C'est sur mesurer les impacts au-delà des vues. Et donc, on va demander à nos intervenants qu'est-ce qui est pour eux un impact, qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est le taux de complétion, la visibilité, la réutilisation? Donc, quels sont vos indicateurs réels et ce que vous regardez, ce que vous prenez en compte et quelles métriques reflètent vraiment l'utilité d'une production? Céline, YouTube, vs Canal+. Oh là là, oui, vaste sujet. Bon, globalement, pour les chercheurs, enfin, globalement, quand ils viennent me voir, est-ce que ma vidéo a marché, c'est le nombre de vues. Le reste, les autres, parce que c'est ce qui est visible, hein, tout simplement. Ils s'en fichent complètement, hein. Enfin, ce qu'ils voient, c'est ça. Donc, on leur donne ça, enfin, on leur donne le nombre de vues. Après, donc, sur YouTube, évidemment, c'est très bien, c'est assez bien détaillé. Sur Canal+, c'est un peu plus mystérieux. Enfin, tu vois, on n'a pas trop eu voilà, de décodage. Et le problème, c'est qu'on voit ces stats avec des durées moyennes. Donc, en fait, durée moyenne, bon, c'est un peu... Et après, bon, on ne sait pas quoi faire, en fait. Sur quoi on va jouer, en fait? Sur la scénarisation? Est-ce que c'est un problème de communication? Est-ce que c'est un problème voilà, de relais dans les laboratoires auprès de leurs... Après, voilà, on a ces statistiques. Bah, parfois, on ne sait pas trop quoi en faire. En revanche, on a quelques succès, voilà, un peu inexpliqués, voilà, sur la chaîne YouTube, à moitié inexpliqués. Notamment, il y a un documentaire qui avait été fait par mon ancien collègue qui cumule avec des vues incroyables. Mais on sait ce qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est un film qui circule sur des boucles WhatsApp parce que ça parle d'une communauté Peul et ça fait un bon buzz, hein. Enfin, ça a vraiment énormément marché, mais ça nous échappe complètement. C'est-à-dire, quelqu'un a pris le lien et a fait circuler, et voilà. Je dirais, je n'ai pas fait spécialement, moi, j'ai rien fait, j'ai pas fait de communication. Donc, c'est très déroutant, je trouve, ces statistiques, s'appuyer que sur des statistiques, pardon. C'est extrêmement déroutant, je pense, pour un service de production. Si on n'est pas accompagné, enfin voilà, s'il n'y a pas une analyse et surtout sur quel levier on doit jouer pour améliorer la visibilité, ça, au CNRS, on a assez peu d'infos, voilà, et on n'a pas trop voilà, d'aide de ce côté-là. Donc, c'est un peu quand même
voilà, un peu déstabilisant, je trouve. Bah, sachant, on parlait du nombre de vues sur YouTube et autres, c'est suivant les plateformes, sur les vidéos courtes, c'est au bout d'une seconde, ça compte une vue. Donc les personnes, ils regardent à peine et là, on était sur le taux de complétion, c'est nul quoi en fait. Et des formats plus longs, alors j'ai en mémoire, c'est 10 ou 30 secondes sur YouTube pour compter une vue quoi. Donc oui, c'est un peu, on a du mal à voir vraiment l'intérêt de la vidéo en fait, où c'est juste quelqu'un qui a scrollé un consommateur. Donc Céline, ton exemple nous fait penser à l'exemple de Florence sur les sportifs de haut niveau qui va nous parler Ouais. de sa vidéo. Alors nous aussi, hein, on a des succès qu'on n'a pas vu venir. Ce qu'on voulait à la base, c'était faire la promo de notre statut sportif de haut niveau et comment ils arrivent à allier et leur statut dans les clubs et leurs études. Et donc, on fait un appel, hein, et puis il y a une de nos étudiantes en médecine qui est aussi arbitre de haut niveau en basketball. Et là, on décide juste d'aller faire quelques prises d'images et on fait une vidéo de même pas 1 minute qu'on poste en short sur YouTube et sur Instagram. Et alors là, on ne l'a pas vu venir. C'est-à-dire que il y a une grosse communauté des sportives. Ça a été repris au niveau des fédérations. Il y a même d'autres clubs qui se sont mis à nous contacter. Est-ce qu'on pouvait aussi faire des vidéos pour eux? Et là, on s'est retrouvés à faire ces notes cartons de l'année dernière qu'on n'a absolument pas venir, qu'on a juste filmé au smartphone un petit peu pour faire de la promo, mais c'était pas un film qu'on pensait quali avec des gros moyens, donc on l'a fait comme ça. Et ça, mais on s'est fait complètement. On était très heureux, hein. Et puis, oui, comme je vous dis, il y en a même la métropole nous a contactés à l'université pour voir si on ne pouvait pas collaborer ensemble, etc., pour faire d'autres vidéos de ce style. Donc là, vraiment, ça a été insoupçonné. Et d'un autre côté, nous, on peut aussi faire des vidéos où on sait qu'elles vont pas avoir un nombre de vues forcément énorme, mais par contre qu'elles ont un rôle aussi en termes d'orientation et d'insertion au sein de notre université. C'est que chaque année, on fait des lives sur des formations. La semaine précédente, notre journée porte ouverte, où il y a des étudiants, des enseignants et une animatrice pour un petit peu décrire la formation. Et ça, ces formations-là, on les sélectionne en fonction du nombre de réorientations, parce que ça peut permettre de désenclencher certaines idées préconçues, notamment Histoire de l'art. On a vu que depuis qu'on a fait Live et qu'il est disponible, il y a moins de réorientation en fin de premier semestre. Ou alors, dans d'autres formations comme Sciences politiques, quand on a fait le live sur cette formation qui allait s'ouvrir à Tours, on a explosé les scores d'inscription sur Parcoursup et le nombre de vœux. Donc voilà, on sait qu'on a certaines vidéos, nous, elles vont fonctionner et on ne sait pas pourquoi et on est très content. Et on a certaines vidéos qui sont un petit peu plus pertinentes en termes de sujet ou importantes qui, elles, vont moins fonctionner, mais ça nous va quand même parce qu'on sait qu'elles sont utiles au final. Mais c'est vrai que je rejoins Céline, les indicateurs, on peut en faire ce qu'on veut et comme on veut et juste annoncer des chiffres si on a besoin. Oui, oui, et par rapport à vos décideurs, oui, et eux, qu'est-ce qu'ils vous demandent comme, autant pour Céline et Florence, qu'est-ce qu'on vous demande comme indicateur en fait? Ils vont dire, ah, c'est plein de vues, c'est bien? Ou est-ce qu'ils On oui, s'arrête à ça. ils s'arrêtent à ça? Et est-ce qu'ils ont le recul par rapport à l'exemple de Florence, par rapport à la formation, où il y a les entrées comment dire, les inscriptions qui augmentent, mais est-ce que eux, ils vont aller jusque-là pour regarder et demander, ou ils s'arrêtent juste au nombre de vues, Pas quoi? du tout, c'est nous qui, enfin, pour le coup, c'est moi qui fais ce travail-là et qui leur démontre. C'est comme pour les vidéos sur les réseaux sociaux. Certaines fois, moi, j'ai eu le rôle aussi de dire, bah, c'est pas forcément pertinent pour les réseaux. Et je leur explique qu'au-delà de la vidéo, il y a l'engagement, les commentaires, la viralité un petit peu. Donc, c'est moi qui cherche à donner plus que juste ce que eux me demandent, un nombre de vues qui veut effectivement rien dire sur YouTube quand c'est des lives d'1 heure, mais justement d'aller chercher plus loin pour montrer la pertinence ou non de certaines actions. Ça, c'est vrai aussi, je rebondis, les commentaires sont par contre, je trouve, un indicateur beaucoup plus intéressant. Alors les commentaires, je dirais pas des trolls, pas des Ouais. gens toxiques, mais des vrais commentaires, je trouve que c'est un bon indicateur si la vidéo vraiment, a été vue, comprise, et cetera. Ça, je trouve que c'est plus pertinent par contre, les commentaires.
D'accord, merci. Donc, on voit l'importance des compétences des services pour accompagner les décideurs pour la pertinence des vidéos qui sont mises en place. Raphaël, tu nous avais parlé, entre autres, des réutilisations de vidéos dans les nouveaux contenants. Oui, parce que je pense qu'en fait, effectivement, on peut s'arrêter au nombre de vues à un instant T au moment de la diffusion première de ces ressources. Mais on peut aussi s'attacher en fait au cycle de vie complet de ces ressources dans le temps et aussi de leur diffusion. Il faut qu'elles rejoignent un peu le patrimoine numérique. On a créé à l'Université de Lorraine une mission là-dessus et on a un collègue, Claude Rochac, qui travaille exclusivement à mettre en place un processus où la ressource, elle n'est pas uniquement pensée pour sa diffusion première. C'est ce qu'on fait, hein. On a des outils pour regarder un peu les métriques comme nos collègues l'ont décrit, que ce soit sur notre pod, que ce soit, on regarde toujours ce qui se passe sur Canalu, on regarde, et les UNT regardent elles-mêmes quelles sont les vues des ressources qu'on diffuse par leur intermédiaire. Enfin, on a beaucoup d'indicateurs à de nombreux niveaux, mais on essaie vraiment d'inscrire ces ressources-là dans un cycle de vie plus lent, où on va favoriser sa réutilisation. Et ça demande de travailler vraiment sur toute la chaîne, du début, comme ça a été décrit, de travailler à la demande pour qu'elle soit réutilisable par la suite. La question des ressources éducatives libres, quand c'est les ressources éducatives, mais plus globalement des licences qui sont posées sur ces contenus pour qu'on ait les droits d'exploitation qui nous permettent de les diffuser ensuite au nom de l'université. Chez nous, c'est vraiment un prérequis. On travaille sur des contenus qui sont dans l'immense majorité des cas, on acquiert les droits pour pouvoir les diffuser derrière librement et les réutiliser s'il le faut dans des projets pédagogiques, dans d'autres productions à caractère plus scientifique. Donc on a vraiment une logique là-dessus et ça a un impact très large parce que là, il y a toute la chaîne qui doit contribuer pour favoriser la réutilisabilité de ces ressources, que ce soit les ingénieurs pédagogiques sur les aspects plus de propriété intellectuelle, de conception, que ce soit tous ceux qui se chargent de la production audiovisuelle, toute la chaîne derrière pour l'indexation, la diffusion sur les moteurs de ressources éducatives libres ou sur les plateformes. Il faut vraiment que tout le monde travaille ensemble pour arriver à cette réutilisation. Et on a eu des success stories de contenus qui étaient déjà assez anciens, qu'on a remixés et qui ont donné par exemple un MOOC sur Fun qui a fait plus de 18 000 inscrits à sa première session et qui était uniquement forgé à partir de contenus qui avaient plus de 10 ans déjà sur une compétence assez spécifique. Donc on essaie de penser le succès d'une ressource, si on peut parler de succès, sur tout un cycle et dans la durée. Et on a, comme nos collègues, des fois de très bonnes surprises qu'on n'avait pas forcément anticipées. Merci. La prise en compte de la pertinence de la vidéo dans le temps, en fait, qu'on puisse réutiliser après. Dans la salle, est-ce que vous avez des indicateurs, vous utilisez des indicateurs qui n'ont pas été exposés ce matin? C'est compliqué. Vivement la soirée de ce soir et demain matin, alors. Vous serez bien actifs. Il y avait, par rapport à cette conférence, il y avait la prise en compte de l'interaction avec nos adhérents. Donc, non, vous n'avez pas d'indicateur. Est-ce que quelqu'un a un exemple de travail d'indicateur avec ses décideurs? Jean-Marc? Pas encore? Tes vidéos de médecine, mais ça fait longtemps, mais... D'accord. Oui. Oui, mais... Exactement. Tac, ouais, pas d'indicateur. Donc, je vais demander à nos intervenants rapidement ou pas, parce qu'on a été assez rapide quand même. Un seul indicateur pour vous, le plus pertinent, en fonction d'un contexte. Céline, un documentaire de recherche, pour toi, quel serait donc, pour un documentaire de recherche, quel serait l'indicateur que tu prendrais en compte principalement? Je dirais les projections en public. Ok. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose. En plus, avec le Covid, tout ça, c'est vraiment très compliqué.
Mais c'est vrai que les documentaires doivent être vus en salle, devant un public. Les documentaires sur YouTube, bon, évidemment, ça peut marcher, comme l'exemple de Bakary Diallo, mais quand même, l'indicateur, c'est de faire un maximum, dans la mesure du possible, de projections, je dirais, en public, soit via des festivals, par exemple, ou dans des universités. Enfin voilà, s'il y a parfois des petites séances de projection de documentaires, ça, pour un documentaire vif, il doit rencontrer un public quand même physique, pour moi. Oui, donc ouais, vous avez souvent des documentaires de recherche que vous diffusez dans différents festivals. Ça dépend parce que ça dépend la thématique du festival. Il faut que ça colle aussi. La thématique de recherche doit coller avec la thématique d'un festival, ce qui n'est pas facile. Je sais qu'il y a mes collègues qui travaillent avec beaucoup d'unités d'archéologie. Alors là, plus récemment, il y a beaucoup de festivals, soit d'histoire, soit d'archéologie, donc ça marche plutôt bien. Sur d'autres thématiques, c'est un peu plus compliqué, comme par exemple la linguistique, ce qui est souvent mon cas. C'est un petit peu plus compliqué, mais on essaye notamment avec le réseau Rush un peu de remettre au goût du jour ces diffusions hors festival aussi. Mais tout dépend un petit peu aussi du film, enfin de la qualité du film, bien évidemment. Et aussi, il y a des thématiques scientifiques qui marchent plus que d'autres. Ça, il faut le dire quand même. Oui, merci. Et donc, comme il nous reste quand même pas mal de temps, on peut revenir un peu par rapport au documentaire scientifique. Comment vient l'envie de faire un documentaire scientifique et sur la chaîne de production, comment on décide de faire un documentaire scientifique, d'où vient l'idée et comment se passe l'accompagnement pour la production de ce film? Alors, c'est vaste sujet. Je ne sais pas si on parle le temps. 45 minutes. Mais après, il y a plusieurs types de documentaires. Ce qu'on appelle documentaire, c'est souvent associé parfois à une mission de terrain, quand même, globalement. Alors, c'est vrai que je ne veux pas parler que pour moi, mais il faut parler aussi avec mes autres collègues. Donc, toujours pareil, en archéologie, c'est beaucoup plus facile, globalement, de faire, vous avez un site archéologique, vous avez une fouille, vous avez un service audiovisuel. Bon, la connexion, elle se fait bien, c'est à partir de là. Après, il n'y a pas juste... Alors, c'est là où il y a documentaire un peu reportage, c'est-à-dire, est-ce qu'on fait un film sur un instant T d'une fouille ou est-ce que, du coup, on englobe cette fouille dans un sujet beaucoup plus vaste sur une thématique par exemple, je pars d'un autre projet d'un autre collègue, par exemple sur le parfum, par exemple. Donc, de voir l'aspect archéologique, l'aspect scientifique, chimique. Donc, voilà. Donc, là, on est dans un documentaire beaucoup plus large sur une thématique qui va englober une problématique, un sujet plus vaste que la mission de terrain. Donc, voilà. Donc, ça se détermine. C'est vraiment le dialogue avec le chercheur en fonction de ce qu'il veut, ce qu'il est possible de faire. Et après, il y a aussi une alchimie, je dirais, avec le chercheur, savoir s'il a déjà, je dirais, est-ce que c'est un amateur documentaire? Voilà, si déjà il aime, s'il y a des envies de festival, de choses comme ça, dans ce cas-là, on peut proposer d'aller plus loin. Et puis, il y a d'autres chercheurs, effectivement, dire non, mais moi, je veux juste un film pour documenter ma mission et c'est tout. Donc, on va pas s'arrêter, on va s'arrêter là. Dans ce cas-là, on fera peut-être pas un documentaire, ça sera plus un reportage. Donc, c'est aussi, il y a le sujet qui impacte et aussi la relation avec le chercheur, ses envies, sa culture de l'image et de la narration. Et ça me fait penser par rapport au CNRS aussi. Donc, tu as des collègues qui forment les chercheurs à l'usage des smartphones. Donc là, on est sur une thématique de concevoir autrement, en fait, qui est plutôt que déplacé. On est un peu, on se rapproche de Raphaël sur l'éco-production. Et plutôt que déplacer une équipe sur le terrain qui peut être loin dans des pays étrangers, en fait, la démarche, c'est de former les chercheurs à l'usage d'un outil de captation simple, un smartphone, et pour pouvoir ramener des images et pouvoir les exploiter sur des productions audiovisuelles. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu de ça aussi? Et après, on va retourner sur le critère de nos autres collègues. Alors oui, tout à fait. Alors, c'est mon collègue Christian Dury qui a pas mal démocratisé l'usage du smartphone autant dans les délégations que pour les équipes de recherche. Alors effectivement, c'est un équipement hyper léger, hyper pratique. Ça, il y a discret. Ça ne pose pas de problème à l'aéroport pour passer des données, etc. Donc globalement, oui, je dirais oui, c'est une super idée. Après, effectivement, on veut faire un documentaire, on va dire, un peu plus qualitatif,
ces images, il va falloir les intégrer peut-être à d'autres images. Donc, quand même, il faut voir comment les intégrer dans une narration, parce que forcément, il y a une différence de qualité et parfois de cadrage. Donc après, si c'est pour un documentaire un petit peu plus vaste, enfin plus, on va dire, recherché, là, il va falloir travailler sur la narration, comment on va intégrer ces images-là pour pas qu'elles jurent, voilà, avec les autres. Donc, il y a aussi un travail de réflexion. Il y a différents types d'images, l'image avec l'appareil photo, l'image avec le smartphone, l'image avec la caméra traditionnelle. Et voilà, là, il y a une réflexion à mener sur qu'est-ce qu'on veut produire, qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce que ce kit smartphone va juste alimenter les réseaux sociaux ou va être intégré dans un documentaire plus vaste? Mais dans ce cas-là, va falloir peut-être être un peu plus exigeant sur la qualité du tournage aussi. Parce que ça demande, mine de rien, il faut des belles images quand même aussi. Voilà, donc l'usage du smartphone, il faut vraiment le cadrer par rapport à l'usage du produit final, ce qu'on en veut. Très bien, merci. Florence, pour un sujet au choix, tu choisis quels critères tu prendrais pour mesurer l'impact de... Alors, moi, ma spécialité, c'est le web. Je précise parce que du coup, je suis très site web à la base, je suis développeuse. Donc, moi, ça va être le nombre de... Comme je le disais tout à l'heure avec Céline, je pense que l'engagement, moi, que ce soit à la fois sur YouTube comme sur les réseaux sociaux, le nombre soit de partages, soit de mentions, soit de commentaires, soit de likes, etc. Moi, c'est là-dessus où je pourrais me dire c'est pertinent ou non. Et pour reprendre les deux exemples, donc sur la sportive de haut niveau, on a eu, je crois, 200 commentaires. Par contre, sur les live formations, on peut en avoir qu'une quinzaine. Mais par contre, ces gens-là, on va leur répondre, ils vont prendre rendez-vous et on va pouvoir... Enfin, voilà. La transformation aussi de ce qu'on fait de ces commentaires n'est pas du tout la même en fonction du type de support et de la thématique abordée. Et nous aussi, enfin, je reviens aussi tout à l'heure avec un autre exemple de Céline, mais nous, on a la captation d'une conférence qui date de 2012 sur notre chaîne YouTube, qui est notre carton, parce qu'elle part sur la sociologie de la bourgeoisie et que c'est quelque chose c'est une vidéo qui, elle aussi, je pense, tourne dans des boucles ou dans des cercles. Et on continue d'avoir des commentaires, même 15 ans après, sur cette vidéo, des vues, etc. Donc, voilà, il y a vraiment... moi, en tant que directrice adjointe et responsable du web, c'est le nombre de vues et l'engagement qui vont faire la pertinence ou non de la vidéo. Et vous avez des outils analytics en fait pour qui vous remontent tous ces indicateurs-là ou c'est vous finement qui allez On a un outil. Non, on n'a pas d'outils. Malheureusement, on n'a pas le budget pour. Donc, on se force. Enfin, on se force. C'est le rituel. Une fois par mois, on regarde ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. De toute façon, on le fait aussi pour les réseaux sociaux avec les changements d'algorithmes, etc. Et YouTube, c'est pareil. Très fréquemment, on regarde un petit peu, puis on essaye de comprendre aussi les fonctionnements et comment on peut les contrer ou justement les utiliser. Merci. Raphaël, une vidéo pédagogique, c'est bon pour toi? Quel serait mon critère de succès pour une vidéo pédagogique, c'est ça? Ouais, l'indicateur qui va refléter pour toi le mieux, comment dire, la pertinence d'une vidéo. Ouais. Pas très souvent pour des vidéos pédagogiques. Moi, les exemples qui me viennent en tête là, c'est des remédiations par rapport à des difficultés rencontrées par un enseignant sur un concept qui est difficile à transmettre et qui nécessite d'être présenté sous une autre forme aux étudiants. Et là, c'est tout simplement l'efficacité du dispositif et la capacité derrière à se refléter dans des évaluations. J'ai envie de dire que c'est un peu ce type de critères qu'on va appliquer. C'est aussi la réutilisation. Comme je disais, un projet pédagogique pour moi qui est réussi, c'est un projet qui est bien construit et qui amène donc à ce que d'autres sphères que la formation qu'il a créée au départ s'y intéressent. Et quand on a, par exemple, une UNT qui nous demande à avoir accès à un contenu, ou si on apprend que tel contenu a été réutilisé par un autre établissement, pour moi, c'est
un vrai facteur de succès. Ça veut dire qu'on a travaillé sur le bon format, qu'on a aidé l'enseignant à avoir un message qui était clair et que c'est perçu comme un produit qui est efficace. Je dirais que d'un point de vue pédagogique, c'est ça. Oui, la mutualisation des ressources en fait inter-universités aussi, qui peut être intéressante pour aussi concevoir autrement en fait, hein, éviter de faire les mêmes ressources dupliquées X fois au sein des universités françaises. Et il me semble c'est qu'au niveau de la DGCIP qui essaye de travailler là sur la thématique de l'IA, de récupérer des formations mais à destination de tous les acteurs de l'enseignement supérieur, plutôt que les formations soient dupliquées sur chaque établissement. Et puis ce courant des ressources éducatives libres, en fait, c'est vraiment celui-là qu'il faut mettre en avant. Et comme le rapport coréen l'indiquait, ça demande un certain nombre de prérequis qu'il faut qu'on prenne tous en compte et qu'on, dans l'immense majorité, on prend en compte pour assurer que ces ressources elles puissent être diffusables. Donc, ça demande d'acquérir les droits d'exploitation, et bien les indiquer, de bien les indexer, de les mettre en avant sur des moteurs de recherche pour en assurer la réutilisation. En fait, c'est pas évident. De ce qu'on a dit quand même auparavant, c'est quand même que qu'on ait prédisposé ces ressources à ce qu'elles sont réutilisées, derrière observer des métriques, même si on a des outils pour le faire, ça demande de l'énergie et du temps, et c'est pas forcément quelque chose qui est valorisé ou pris en compte forcément dans nos métiers, alors que ça fait partie du job. Là, tu parles de métriques. Donc, tout à l'heure, on avait parlé de YouTube et des plateformes DRS. Vous, Raphaël, vous avez Pod. Est-ce que tes équipes utilisent les métriques de Pod par rapport à la visibilité de différentes vidéos? Ah oui, tout à fait. Comme je le disais, on a un collègue chez nous, Claude, qui reprend toutes les productions faites par la direction du numérique et notamment par mon équipe, quelle que soit leur nature, qui passe par Pod. On fait aussi ce travail-là dans une certaine mesure. On va essayer de l'étendre aussi sur tout ce qui est sur la plateforme Moodle. Et on s'intéresse en fait à la façon dont ces ressources elles sont vues. Pour l'instant, d'une façon assez globale, mais on essaie aussi de prendre ça en compte dans l'historique qu'on a par rapport à des demandeurs pour voir si un travail de valorisation, comme ils s'y sont engagés, a bien été fait. Parce que c'est ça qui pose problème, notamment avec les captations, même si elles ont une valeur, comme la disait Florence. On peut faire une captation à un moment qui répond à une actualité à un instant T, mais qui retrouve de la valeur dans le temps parce qu'elle fait écho à des sujets d'actualité. Et c'est pour ça que moi, je ne fais pas... il n'y a pas d'exercice plus noble entre la production audiovisuelle. Enfin, moi, comme on fait la distinction de la production audiovisuelle sur mesure et la captation. Pour moi, c'est des choses qu'il faut garder dans le temps, conserver. Et c'est pour ça qu'on essaie de développer cette notion de patrimoine numérique de l'établissement. Moi, j'ai l'impression qu'on fait partie de l'identité. Chacun dans nos établissements, par nos productions, on fait partie de l'identité, de la culture de notre établissement. Et ce qu'on produit, dans le temps, ça a un sens spécifique et ça peut être valorisé plus tard de façon assez forte. Merci. Est-ce que dans vos établissements, vous regardez les métriques comme ça? Est-ce que vous avez des outils pour vous aider à faciliter la remontée d'informations par rapport à ce type, à vos productions? Merci. Excuse-moi, Renaud, je ne vais pas répondre directement à ta question, mais alors des outils pour voir les indicateurs, le nombre de vues et tout ça, c'est super, mais moi j'ai l'impression que quand on produit quelque chose, il faut quand même un relais, je dirais, de com ou presque d'attaché de presse, parce que tout à l'heure c'est Florence qui disait, on a filmé quelqu'un qui était arbitre de basket, qui avait donc, je pense, un réseau important dans un domaine porteur, fédérateur, je ne sais pas. Et je voulais, Florence, si tu veux répondre après, est-ce qu'il y avait une particularité sur la façon de produire cette vidéo? Est-ce que c'était tout simplement une vidéo comme ça au smartphone? Je crois que c'est ce que tu as dit. Et donc, du coup, il faut filmer des stars pour avoir des vues.
ou des gens qui ont du réseau. Moi, je sais qu'on filme tous les ans un forum philosophie au Mans, et des fois, il y a des invités prestigieux, et ils ne sont pas forcément plus intéressants que d'autres, mais ils font des nombres de vues hallucinantes, des milliers, voire des dizaines de milliers. Et pourtant, quand Finkielkraut fait 30 000 vues, est-ce que c'est une bonne chose pour l'université? Je ne sais pas. Bon, après, je prends cet exemple-là parce que pour nous, il était assez frappant. Donc ça, c'est une chose. Est-ce qu'il n'y a pas un travail au niveau de la com? Des fois, moi, je me dis, on fait un truc, il y a 5 vues au bout d'un an. Bah, c'est hallucinant. On a envie de dire la prochaine fois, de s'en servir d'argument pour dire on ne va pas retravailler pour ça. Mais en même temps, est-ce que le commanditaire n'aurait pas dû s'en saisir? Est-ce que la com n'aurait pas dû faire un travail particulier dessus? Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, j'ai un deuxième point, c'est Raphaël, tu as parlé d'un truc super intéressant. Donc, j'adore l'idée de l'éco-conception. Mais moi, je me vois mal pour l'instant, mais j'ai sûrement tort, dire aux gens, bah, écoutez, là, on n'a pas le temps, parce qu'en plus, on est très peu nombreux, nous, on a très peu de moyens. Par contre, vous pouvez filmer un truc et nous envoyer les rushs. J'ai déjà tenté, hein. Mais forcément, il faut former les gens. Donc, apparemment, ça a déjà été fait. Moi, j'avais dans l'idée de proposer des formations, parce qu'avec mon collègue, on fait déjà des formations, des vacations pour des masters ou des licences, parce qu'on est sollicité pour les règles de prise de vue, de base, pour la réalisation de base. Est-ce qu'on ne pourrait pas proposer, et je parle aussi, m'adresse aussi à mes collègues audiovisualistes ici présents, peut-être que ça se fait dans vos établissements, de former les enseignants, aux enseignants-chercheurs qui auraient une appétence pour ça. Ils nous font des prises de vue quand ils partent en voyage à l'autre bout du monde où on ne peut pas les accompagner. On aimerait bien, mais apparemment, ils n'ont pas les budgets pour nous emmener. Et ils nous ramènent les rushs et on fait quelque chose avec. Moi, j'ai déjà récupéré des rushs pour une cérémonie des 40 ans de l'Univ. C'était une sacrée catastrophe à monter. C'était hétérogène. L'autre, il se filme à 3 mètres avec un bruit de fontaine à côté du smartphone. On n'entend rien. Enfin, c'était la cata. Mais voilà, donc deux choses. J'ai beaucoup parlé du coup, mais merci. Bon, merci de lancer le débat. Alors moi, je veux bien répondre pour le côté diffusion, communication. Parce que, en fait, nous, on n'est pas toujours dans la boucle. À la direction de la communication, on n'est pas toujours averti, donc on ne peut pas forcément valoriser ce qui est fait. Depuis le 1er janvier, le service de production audiovisuelle est intégré à la direction de la communication. Donc, on a bien conscience de ça et ce qu'ils produisent, nous, on va le diffuser et on va le valoriser. Donc, on essaye justement de mettre cette dynamique en place. Et maintenant qu'on fait partie de la même direction, c'est quand même plus simple d'échanger ensemble, d'être informés de ce qu'ils font aussi, eux, parce qu'ils sont connus depuis très longtemps à l'université et les gens font directement appel à eux sans qu'on soit, nous, la com. Avant, on n'était pas dans la boucle et du coup, on n'était pas au courant ni de ce qu'ils faisaient. Donc, voilà. Nous, on cherche là à mieux valoriser aussi en termes de com, mais nous aussi, on n'est pas nombreux. Donc, on ne peut pas tout valoriser tout le temps. Mais par contre, oui, on cherche à monter au créneau dessus pour valoriser un petit peu ce qui peut être produit au sein de l'UNIV. Au CNRS aussi, on a un peu quand même ce problème-là. Bon, on n'a pas de chargé de com au sein de l'unité, donc ça va être soit la chargée de com, l'équipe de com de la délégation, soit après on passe directement à l'institut au niveau national, soit donc c'est un peu nébuleux et du coup on ne sait pas trop vraiment à qui, à quoi adresser, informer. Alors bon, c'est spécifique au CNRS. Puis il faut dire que c'est vrai que les chercheurs, ils ont un réseau, mais c'est une mailing list, quoi. Voilà, ça va pas plus loin. Donc effectivement, après on fait parfois des super trucs, mais ça fait un peu plouf, on va dire. Parce que, manque de relais. Alors, il y a mes relais à moi, mais c'est pas les mêmes que les relais scientifiques, etc. Donc, pour nous, c'est vraiment un problème, hein. Voilà, un vrai problème, parce qu'on n'a pas vraiment de service de communication de proximité. Enfin, voilà, c'est très compliqué, je trouve, au CNRS. Voilà. Peut-être que je peux compléter. Oui, Raphaël, tu peux, oui. Je suis assez mal à l'aise avec cette notion d'indicateur de diffusion par nombre de vues, en fait. Je dois dire que le débat, pour moi, il n'est pas là. Enfin, en tout cas, c'est pas la perception que j'ai de la réussite d'un projet. Moi, j'ai l'impression que, et je crois que je partage ça avec mon équipe, Laurence Catio, Fabienne Granero-Gérard, Edwige plus sur la XR et Alexandre Lima-Fernandez sur la partie plus pédagogie.
Je crois que nous, ce qu'on essaie de voir, c'est plutôt désolé, je vais faire une petite envolée lyrique, mais j'ai l'impression que c'est la rencontre aussi avec les porteurs de projets qui est importante. C'est le fait de faire un projet qui les satisfait, qui permet de témoigner de leur réalité, de leur personnalité. Je pense que dans le contexte universitaire, parce qu'on est sur la pédagogie et on est aussi sur le scientifique, mais les deux sont concernés, j'ai le sentiment qu'en fait, le succès il est garanti dans une certaine mesure à partir du moment où la rencontre elle est bonne et qu'on a eu la bonne collaboration pour faire un bon produit. Et donc, je suis assez mal à l'aise avec l'idée de me dire que on plaque sur la production audiovisuelle universitaire ou multimédia universitaire cette idée que des choses qui sont importées plus des réseaux sociaux, etc. Alors, je comprends dans le périmètre communication, il faut être impactant et on est sur quelque chose, des formats qui sont très travaillés pour arriver en fait à capter l'attention. Je pense que c'est le bon indicateur, mais du fait que moi je suis pas directement sur ce périmètre-là, je me sens moins naturellement là-dessus et je me sens plus sur vraiment de faire quelque chose d'efficace dans une bonne collaboration, d'original, de créatif et qui transmet les particularités d'une recherche, d'une découverte, d'une collaboration, d'un projet. C'est ça qui m'intéresse vraiment dans mon travail, plutôt que de me dire au final j'ai fait tant de vues. Et en plus, comme je l'ai dit, je pense que je suis cohérent avec moi-même. Je pense que les ressources qu'on produit, c'est des sources de vérité et c'est très important dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On est dans des approches scientifiques, on est dans des approches qui sont construites par rapport à des problématiques de société. Et ça, c'est des choses qui n'ont pas une valeur à un instant T, mais qui vont se développer dans le temps. J'y crois vraiment. Donc, nos ressources, il faut qu'on les fasse vite dans le temps et pas forcément avoir une action de communication au départ. Je pense aussi que la notion de format, ça aide à communiquer parce qu'on peut on peut nouer des partenariats avec nos collègues de la communication plutôt qu'au one-shot, à chaque fois leur demander de nous aider sur telle production. Eh ben, on essaie de créer un format. Et quand on a une demande qui rentre dans ce format, on fait rentrer dedans. Et c'est le format qui est l'objet d'une communication. Je pense que c'est quelque chose qu'on a essayé de faire avec Cherchons-nous, mais qu'on peut aussi mettre sur d'autres. On pourrait créer d'autres formats qui répondent à différentes problématiques et qu'on pourrait, comme ça, développer en partenariat avec notre direction de la communication, avec qui on a vraiment du très bon contact. Et sur juste l'éco-conception, c'est vrai que c'est extrêmement variable. On avait une collection qu'on avait faite sur la mobilité à l'Université de Lorraine pour des étudiants venus de l'étranger. Et on avait pris le parti qu'en fait, ils se filment dans leur vie de tous les jours à l'Université de Lorraine avec leur téléphone. On a eu aussi des cas, comme tu le décrivais, désolé, j'ai oublié ton prénom, sur la mobilité des chercheurs où ils utilisent une caméra. On a eu un projet comme ça en XR. Nous, on aime beaucoup la VR 360, on s'éclate bien avec ça. Et donc, c'est eux qui ont fait les vidéos, des prises de vue 360. Et derrière, on a retravaillé dessus pour les encapsuler. C'est vrai que ça demande énormément de travail en amont, en réalité, de préparation. Si on veut avoir un contenu derrière qui est exploitable et sur lequel on peut travailler. On a eu de très beaux échecs aussi, avec des contenus qui étaient inexploitables. Mais je pense que c'est un pari qu'il faut tenter, de donner le pouvoir à des chercheurs ou à des étudiants de produire des contenus par eux-mêmes. Et puis derrière, nous, en tant que professionnels, d'essayer de transformer l'essai avec des contenus qui peuvent derrière rencontrer le public. Mais c'est un pari. Et je n'ai pas dit que c'était évident, l'éco-conception, mais c'est une obligation qu'aujourd'hui on a et c'est un point de fuite qu'on doit essayer de poursuivre. Désolé, j'étais un peu là. Merci, on a le temps. Est-ce que quelqu'un va intervenir? Une question? Monsieur Dubois. Je vous apporte le micro tout de suite. Merci. Donc Jean-Marc Dubois, Université de Bordeaux. En fait, moi, ma remarque, c'est sur effectivement sur les statistiques. C'est en fait, on fait une production scientifique, mais à part si c'est de la vulgarisation scientifique, ça ne s'adresse pas au monde entier, quoi. Et ça s'adresse aux chercheurs du domaine. Si on fait un film en français, ça s'adresse aux chercheurs du domaine qui sont francophones ou voire francophiles.
Donc peut-être que s'il y a 500 vues, en fait, on a ciblé les 500 personnes qui bossent dessus. Donc on a fait 100% de réussite, en fait. Et effectivement, les cas que vous évoquez, c'est effectivement quand le grand public se retrouve intéressé par ce qui est dit. Donc du coup, ça sort de notre cible de base. Donc en fait, on fait beaucoup mieux dans ce cas-là que ce qu'on aurait dû faire en théorie, quoi. Donc on sort c'est plus qu'une réussite, même si elle n'est peut-être pas de notre fait. Et l'autre point, c'était par rapport à Canal U, pour dire que sur Canal U, il y a quand même une animation. Donc vous allez voir là aujourd'hui, si vous voulez, la page d'accueil de Canal U, il y a 3 vidéos qui sont mises en exergue et elles ont toutes plus de 10 ou 15 ans, quoi. C'est comme ça qu'on fait revue. Parce que quand il y a un sujet intéressant, que la vidéo a toujours une portée sur Canal U, elle est mise en avant régulièrement, quoi. Et puis chacun dans ses chaînes peut faire la même chose aussi. Donc c'est plus comme ça qu'il faut. Enfin, pour moi, ce qu'on fait, on est là pour diffuser du savoir, pas pour occuper les cerveaux. Voilà. C'est un peu comme les productions de l'INA, en fait, qui en fonction des thématiques du jour, vont proposer des vidéos d'archives et pour les faire vivre aussi. Et il faut toujours, c'est quelque chose, je sais toujours, mais partout, il faut toujours contextualiser. Donc, en fait, tout dépend du contexte, le nombre de vues de telle ou telle vidéo, comme disait Jean-Marc. Et on voyait aussi tout à l'heure l'exemple de Florence, où pour les cérémonies de docteurs, je sais pas, 10, 15, 20, 30 vues, alors que il y a, je ne sais pas combien de caméras qui sont mises en place, des gens qui ont tout préparé avant, mais en fait, il y a la mission de service public où les parents qui ne peuvent pas assister, qui sont on peut penser à des étudiants étrangers ou qui sont à l'autre bout de la France, qui veulent voir ce moment important pour leurs élèves, pour leurs enfants, et qui, grâce à vos équipes, peuvent participer à ces événements-là aussi. Donc on a quand même cette notion de service public que nous, on peut toujours assurer et qu'on puisse essayer d'assurer, quoi. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres échanges? Pas tout le monde en même temps. Ok, ouais. Bonjour, Florian Belouet, Université d'Orléans. C'était je voulais aller dans ton sens aussi avant que tu prennes la parole sur le fait qu'effectivement, il faut relativiser ou contextualiser pour chacune des vidéos, en tout cas chacune des typologies de vidéos qu'on propose. Effectivement, il y a des trucs assez spécifiques et du coup, il faut le ramener à ça aussi et pas se focaliser uniquement sur le nombre de vues. Et juste, c'était pour aussi préciser, nous, à Orléans, ou pendant... ces dernières années, on a eu quelques frustrations parce qu'on était aussi assez concentré sur le nombre de vues, sur les vidéos très côté com, les after movies, les choses comme ça sur les événements. Et on a systématisé depuis 1 an maintenant, quand un service nous sollicite pour réaliser une vidéo, on met automatiquement le service com dans la boucle pour qu'ils puissent aussi intégrer ça à leur calendrier de publication sur les réseaux, les choses comme ça. Alors on a vu une différence assez notable sur le nombre de vues, c'est pas toujours forcément très satisfaisant, mais en tout cas ça permet aux gens qui font la demande, que ce soit des enseignants-chercheurs ou des services, de prendre conscience que c'est pas le tout de faire la vidéo, mais qu'il faut aussi ensuite diffuser et communiquer dessus. Enfin nous on fournit une vidéo et ensuite c'est à eux de travailler avec la com sur la façon de la diffuser et de valoriser la vidéo, donc l'événement. Voilà. Mais oui, le travail avec la com est important et je pense que le travail suivant, que nous on va entamer aussi bientôt, mais il y a une petite transition en ce moment dans le service com de l'université, donc c'est pas le moment. Mais de travailler aussi à une espèce de politique éditoriale sur la vidéo. Voilà. Il y a aussi sur la vidéo ce qu'on veut dire et comment on veut communiquer, quoi. Faire un petit plan de com de vidéo, une petite charte éditoriale du côté de la vidéo, c'est un truc, en tout cas nous, c'est un impensé du côté de notre service communication, donc c'est un truc qu'on aimerait bien travailler aussi avec eux. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à rajouter? Une question, éco-prod, indicateur? Une fois, 2 fois? Non, il n'y a personne alors. Dernière fois. C'est justement pour dire pour rebondir sur ce que tu as dit sur la partie
soirée des docteurs. Moi, je ne crois pas que ce soit du service public. Le service public, c'est quand tu permets aux parents d'assister à la thèse en visio. Ça, c'est de la com. C'est des trucs des Américains. Tu mets du pognon. En plus, avec l'argent de tous tes doctorants qui sont là dans la salle, qu'ils ont payé la dernière année pour s'inscrire à la fac, ça rembourse même pas tout ce que tu mets pour faire la soirée. Donc, c'est n'importe quoi, en fait. Merci Jean-Marc. Alors, Oui, mais alors par rapport à une captation d'une conférence de docteur, ce qui m'est aussi arrivé et ce qui m'arrivera encore, lorsque ça vient du cabinet du doyen, tu le fais. Mais alors nous, ce qu'on fait, par expérience, ce qu'on fait, on le fait, mais on le fait à effectif léger. Voilà, c'est-à-dire que ça m'arrive régulièrement de faire des captations en amphi qui durent toute une après-midi, voire toute une journée. Généralement, on n'a pas le choix quand ça vient du cabinet du doyen, donc on dit oui, mais ok, mais à effectif léger. Alors, après, effectivement, pour moi, le nombre de vues n'est pas forcément un indicateur qui précise la pertinence de faire ou pas une production audiovisuelle quand une demande de ce type-là atterrit dans notre service. Moi, j'ai fait des vidéos où il y avait interdiction de diffuser les produits finis sur quelque plateforme qui soit. Moi, je travaille à la faculté de santé. On a fait des exercices de simulation au sein de l'hôpital de grande ampleur qu'on a couvert à la façon d'un direct en multicam. C'était un exercice passionnant du point de vue pédagogique parce que en fait, c'était à destination des praticiens hospitaliers pour évaluer la bonne coordination des équipes face à une menace terroriste, par exemple, qui arrivait au sein de l'hôpital. Quelle était la réponse du milieu hospitalier, de la police, du SAMU, du service des urgences, s'ils étaient réactifs, comment, etc. Et ça, donc on a fait un film là-dessus, mais qui n'était avec, dans le cahier des charges, interdiction de le diffuser. Donc c'est très frustrant, parce qu'en général, nous, quand on fait une production audiovisuelle, on est content qu'il y ait des vues derrière, que ça soit vu, que ça soit diffusé derrière. Mais là, on n'a pas refusé, alors qu'on savait pertinemment qu'il y aurait 0 vue. En fait, ça a été diffusé dans un amphi comme un débriefing. Le film a été monté, ça a duré au moins 2 semaines, et ça a été diffusé en amphi avec les praticiens qui ont participé à l'exercice. Mais ça s'est arrêté là. Mais c'était passionnant d'un point de vue pédagogique. Les gens étaient ravis. Mais la vie du film s'arrêtait après la diffusion en amphi, quoi. Voilà. Donc on a des particularités comme ça qui font que la pertinence de faire ou pas, de répondre oui ou non à une demande de production audiovisuelle qui vient chez nous, n'est pas forcément l'indicateur n'est pas forcément un nombre de vues, mais doit répondre à une demande. Nous, on fait des tutoriels pour des gestes pratiques cliniques. Il y a des médecins qui viennent chez nous pour nous dire, nous, nos étudiants en 3e année, on s'est rendu compte lorsqu'on a fait des évaluations, ou alors ils sont venus eux-mêmes, ou alors les étudiants sont venus eux-mêmes nous voir pour nous dire qu'ils ne savaient pas faire tel ou tel geste, des gestes simples, médicaux, et ça leur posait un problème. Et donc là, évidemment, quand on entend ça, on se dit oui, ok, on y va, quoi. D'un point de vue pédagogique, voilà, d'un point de vue pédagogique, ça répond totalement à nos missions. En tout cas, les miennes, là où moi je travaille, quoi. Voilà. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas. Jean-Marc? Merci à nos 3 intervenants, Florence, Céline, Raphaël, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous sur vos contextes de travail. Et je vous souhaite une très belle journée. Et merci aussi à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.